tout d'abord, c'est un choix stratégique et un choix d'entreprise. Donc à partir du moment où on fait ce choix d'entreprise de dédier un certain nombre de personnes à des projets transverses, et ce sont bien des gens qui sont dédiés, donc globalement, on les sort de leur opérationnel et quelque part, on recrute le remplaçant pour porter l'opérationnel et le métier dans la direction d'origine. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting est de plus en plus fort? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Guillaume Porquier qui est le DSI de Tape à l'œil. Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Alors du coup, c'est Tape à l'œil, je pense que les gens ont entendu parler ou connaissent, ça dépend s'ils sont des enfants ou pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Tape à l'œil et aussi du coup toi, ton parcours rapidement et qu'est-ce que tu fais à Tape à l'œil? Alors tape à l'œil, nous sommes une enseigne de mode pour les enfants de 0 à 16 ans. On existe depuis bientôt 30 ans. On fêtera nos 30 ans en 2024. Ok. On est une enseigne nordiste dans l'écosystème Mullier, principalement présent en France, Belgique, Luxembourg et Espagne. Et puis après, on a aussi des partenaires master franchisés, qui exploitent la marque en Afrique du Nord, Moyen-Orient et tout ce qui est île Dom-Tom, etc. C'est combien de salariés du coup? On va dire 1 millier de salariés. Alors c'est un petit peu plus parce qu'il y a les salariés de nos partenaires, hein. On a des affiliés en France, on a, Ok. on a nos partenaires internationaux, mais tape à l'œil, on va dire vraiment directement tape à l'œil, c'est 1 millier de salariés à peu près. Ok, c'est une belle ETI quoi. Voilà, une belle ETI, on va se qualifier comme ça. Je... tu peux te qualifier différemment, il n'y a pas de Non, souci. non, mais j'aime bien ce côté, j'aime bien, je qualifie souvent même moi de PME, parce que j'aime bien ce côté, équipe quand même relativement courte, agile, capacité à décider vite, et donc je revendique volontiers même moi le terme de PME, dans cette capacité à être, ultra réactif, équipe relativement courte, voilà, donc Ok. PME ETI on va dire. Et la répartition siège, fonction transverse versus dans les magasins, c'est quoi un peu pour qu'on se rende compte? Oh, alors, typiquement, quand on parle des effectifs, c'est vrai que tous les effectifs de nos partenaires sont en magasin, Ok. donc ça fausse un peu le ratio quand même. Mais sur les 1000 salariés tape à l'œil, je dirais 200 sièges et 800 en magasin. Ok. D'accord. 200, 800. Ok, non, d'accord, très clair. Bon, super. Et du coup, toi, tu es arrivé à Tapaleuil il y a combien de temps? Alors, je suis arrivé à tape à l'œil il y a maintenant 4 ans, Ok. euh, comme DSI, sachant que mon rôle a un petit peu évolué depuis, puisque d'abord on a ajouté une fonction transformation, donc avec des chefs de projet métiers qui accompagnent les grands projets de l'entreprise. Et j'ai repris aussi toute la supply chain l'année dernière. Donc, je suis aussi responsable de l'import, du transport et de la logistique Donc, depuis à tu es peu près un an. DSI sur la partie IT, on va dire, somme toute classique. Ensuite, la fonction de transformation, direction de la transformation, elle est rattachée dans tes équipes. Tout Et à tu fait. as repris la partie supply, c'est ça? Tout à fait. C'est Ok. exactement ça. Et tout ça, on a regroupé ça dans une direction qu'on appelle la direction des opérations. Ok. Et donc, du coup, c'est intéressant. Donc, en gros, là, aujourd'hui, la direction des opérations tape à l'œil englobe la direction IT, la direction des projets transverses Oui, et la direction supply dans le sens où vous avez considéré que c'était le moitié opération, moitié IT, c'est ça? bah, alors c'est vrai que la logistique est de plus en plus IT, alors moi je m'amuse toujours en disant finalement on a regroupé dans la même direction les flux physiques et les flux logiques. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ça.
on pilote l'ensemble des flux physiques de marchandises, hein, parce que la supply, l'import, transport, et cetera, prend en charge la marchandise depuis chez le fournisseur jusqu'au moment où c'est livré soit chez le client final pour l'e-commerce, soit en magasin pour que nos clients viennent faire leur shopping dans nos magasins. Et à côté de ça, l'informatique gère l'ensemble des flux d'informations de l'entreprise. Donc, c'est une direction de flux. C'est une direction de flux. Ouais, exactement. Et du coup, sur la partie, enfin, direction générale, est-ce que, enfin, c'était quoi leur vision de tout mettre dans une même direction versus avoir des directions qui sont différentes. Alors, il y a une forme de. En fait, la logique, les points communs, c'est dans les deux cas, on est support du business, dans tous les cas. Ouais, Le deuxième point commun, c'est que ce sont des métiers sur lesquels on travaille beaucoup avec un écosystème partenarial et externe, puisqu'on sous-traite beaucoup de choses et on travaille beaucoup avec des partenaires sur l'informatique. C'est aussi le cas sur la supply. Les déclarations en douane, on a des partenaires. Tout ce qui est transit international, on travaille avec des transitaires internationaux. L'entrepôt est sous-traité. Le transport, bien sûr, aussi, ce ne sont pas nos camions, mais on travaille avec des partenaires. Et donc quelque part, les modes de fonctionnement, d'animation, etc., sont similaires, semblables dans la manière dont on travaille avec notre écosystème. Et dans les deux cas, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de transformations en cours. Et donc la dynamique là aussi de constitution de roadmap, de transformation des systèmes et des métiers et des opérations sont assez semblables. ok. Et du coup, tu disais donc la transformation, donc tu sais dans tes équipes et c'est des chefs de projet métier. Et du coup, Oui, j'ai tout deux à fait. questions par rapport à ça. Premièrement, est-ce que tu penses que ça aurait pu mieux marcher ou marcher tout court si ça avait été porté à l'extérieur de la DSI, ce qu'on peut voir encore souvent? C'est pas une question clivante provocante, c'est pas ça, c'est juste avoir Non, ton non. point de vue par rapport à toi, ce que tu vois. Et le second point, c'est tu parles de chef de projet métier sur des projets transverses. Comment, en termes de RH et de formation, vous avez géré le fait de libérer leur temps par rapport à leur travail quotidien et la partie formation sur la partie chefferie de projet ou dans tous les cas lien chefferie de projet avec chefferie de projet IT. Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse, il y a pas une réponse unique, rattachée à la DSI ou pas rattachée à la DSI. Je pense que c'est une question d'appétence aussi des équipes. Côté informatique tape à l'œil, on a globalement des chefs de projet qui ont déjà une belle appétence métier, c'est aussi mon cas. On a forcément naturellement, j'aurais tendance à dire côté IT, cette dimension, pilotage de projet, Bien sûr, gestion de ouais. projet. Donc par rapport à la deuxième partie de ta question, il y avait cette compétence et donc c'est normal de rattacher ces chefs de projet métier à des gens qui ont cette compétence de gestion de projet. On n'avait pas forcément au sein de Tape à l'œil d'autres directions avec des compétences fortes de pilotage de projet, donc ça s'est fait naturellement un petit peu comme ça. Ok. Maintenant, si dans d'autres organisations, il y a des équipes avec des compétences fortes en gestion de projet, pourquoi pas les rattacher dans ces équipes-là. Il y a pas de Là-dessus, il y a pas de dogme. Là, ça s'est plutôt fait comme ça par rapport à cette dynamique justement gestion de projet. Mais en fait, Après, tu sur la as 2 choses partie, que tu dis. Tu as 2 pardon, choses que vas-y. tu dis. Tu as dit, toi, tes équipes, elles étaient déjà orientées assez métier, c'est ça que tu disais? Donc du Oui, coup, aussi, oui. parce que enfin, aujourd'hui toutes les équipes IT ont une dimension, projet plus ou moins, développée, mais en général, c'est quand même l'équipe qui a la plus de maturité là-dessus dans toute l'entreprise, en général. Souvent, mais d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, c'est IT et organisation et l'organisation, c'est quoi? C'est souvent le pilotage de projets transverses, hein. Ouais, non, mais OK, mais du coup, c'est là où ma question est venue, c'est-à-dire, qu'aujourd'hui, quand tu as les directions de la transformation, les directeurs de transfo, la majorité ne dépendent pas du DSI et qui crée une difficulté organisationnelle dans le sens où ça montre aussi en exergue que il a fallu le sortir du giron IT parce que l'IT n'arrivait pas à créer cette volonté de fonctionner en transverse. Donc, du coup, Bien sûr. c'était pour ça que je voulais avoir ton opinion Non, mais comment tu le effectivement, sentais. il y avait, nous, cette volonté de travailler en transverse et surtout,
On on a lancé un certain nombre de projets, de transformation transverse et on souffrait, de côté IT, de ne pas avoir ces équipes justement transverses métiers et d'avoir des interlocuteurs et des visions plutôt silotées de nos processus. Donc on était aussi un des premiers sponsors de la mise en place de cette équipe-là, Ok. pour venir nous épauler sur les projets. Et du coup, par rapport à la seconde partie de ma question sur la partie RH, hein, liée aux parties métiers, moi, ce que je vois souvent encore, c'est beaucoup, beaucoup de difficultés, à acter que le temps, que la réduction du temps des métiers dans leur quotidien, de leur job versus le temps, de build sur, ces projets transverses. Et Alors en donc fait, il y a deux réponses par rapport à ça. La première, c'est tout d'abord, c'est un choix stratégique et un choix d'entreprise. Donc à partir du moment où on fait ce choix d'entreprise de dédier un certain nombre de personnes à des projets transverses, et ce sont bien des gens qui sont dédiés, donc globalement, on les sort de leur opérationnel, et quelque part, on recrute le remplaçant pour porter l'opérationnel et le métier dans la direction d'origine. donc ça veut dire ils ne sont plus dans le métier? Non, ils font 100% de projet. OK, ça c'est Et donc important parce ça, que j'ai c'est vu pour, ouais, ça, ouais. c'est pour les personnes quelque part, qui étaient dans le métier, au moment de la création de la direction et quelque part qui ont transféré dans cette équipe. Après, on a aussi, des recrutements externes, donc de gens qui viennent plutôt de la gestion de projets métiers, AMOA et cetera, qui nous ont rejoints. Et là, c'est la deuxième partie de ta question, c'est comment on les forme. Et pour le coup, on a construit des parcours, d'intégration, plutôt denses, avec vraiment de l'immersion sur l'ensemble des métiers de l'entreprise, et donc un process d'onboarding qui a duré un peu plus d'un mois, pour ces personnes-là, pour vraiment aller, alors on n'est jamais toujours assez dans le détail. Donc après, Non, mais quand ils bien prennent sûr, un projet en charge, il faut encore creuser un peu plus. bien Mais ils ont sûr. quand même un niveau de compréhension des processus globaux, de l'entreprise, des équipes, des différents métiers qui est déjà plutôt pas mal, hein. Et En un mois, ça tu laisse les quand même le fais la temps de voir. formation, tu parles de chefferie de projet. Est-ce que tu les fais monter en compétences aussi sur la tech? Alors la plupart, et c'était aussi, alors les gens qui viennent de l'extérieur, souvent, ce sont des gens qui ont, je parlais d'AMOA, qui ont déjà beaucoup travaillé sur des projets IT, et techniques. Donc quelque part, c'est et souvent, ils ont cette appétence, et ça a été pour le coup, pour les personnes, internes, un des critères. C'est-à-dire qu'il fallait, cette appétence, en tout cas, au moins cette curiosité à comprendre la tech, pour pouvoir accompagner des projets. Et un des sujets, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de projets de transformation dans l'entreprise sans qu'il y ait une composante tech, Un bout de dans le tech projet. quelque Bah part. ouais, Non, partout. mais du coup, tu vois, par exemple, je me posais la question, tu vois les métiers, donc ils voient les interfaces et cetera. Mais en fait, par exemple, ils peuvent avoir des difficultés à comprendre, des concepts du type, le fonctionnement des API. Mm, Et c'est pas qu'ils sont, enfin, je parle quand ils ont du mal, c'était peut-être pas le bon terme. Dans tous les cas, c'est hyper important de bien comprendre le fonctionnement des API parce que c'est comme ça que tu peux réfléchir à des intégrations et avoir ce côté concept. Est-ce que tu as ciblé des points clés tech pour les faire monter en compétences pour qu'ils aient une meilleure compréhension du type qu'ils comprennent le temps de ce que c'est de penser une feature, tu vois, c'est bête à dire, mais entre voir une feature qui fonctionne et tout le temps que tu peux passer en spec, en compréhension, en retour utilisateur, c'est important de comprendre c'est que le temps que ça prend. Pareil pour les API, pareil sur la difficulté peut-être, par exemple, de ce que c'est la synchronisation entre outils, ce genre de choses. mm. Alors, typiquement, les recrutements qu'on a fait, externes, de gens qui viennent de la MOA, etc., finalement, c'était des gens déjà, je veux dire, très expérimentés, plus de 10 ans d'expérience sur des projets. Donc quelque part, ces compétences-là, ils les ont déjà. Et c'est tout l'intérêt de mixer, des gens, qu'on a dédiés en interne avec des gens externes qui ont ces composantes, un peu tech et projet, parce que pour le coup, la montée en compétences de nos internes se fait comme ça. La montée en Ok. compétences de nos internes se fait par, il y a des gens externes qui maîtrisent déjà bien ces sujets-là, et ces dimensions technologiques, API, intégration entre différentes briques, temporalité d'un projet,
grande phase d'un projet avec des gens qui, eux, viennent vraiment du métier tape à l'œil, qui n'ont pas forcément ces dimensions-là. Et c'est vraiment l'intérêt de mixer les deux types de profils dans une même équipe. Chacun Ouais, donc apporte à l'autre, en fait. pas de programme de formation sur ces enjeux-là Non, versus ce que vous avez aujourd'hui, fait non. sur les projets, mais par contre, équipe hétérogène en termes de parcours et de compétences pour mixer les expertises. Tout à fait. Et c'est combien de personnes aujourd'hui? C'est 4 personnes. Ok, 4 personnes. Très clair. Ok, non, mais c'est super intéressant. Et aujourd'hui, ces 4 personnes-là, elles portent combien de projets transverses sur une année? Alors ça dépend des projets. Là, on sort d'un très, très gros projet slash programme de transformation, de refonte de notre ERP. Donc là, ils ont quasiment été tous dédiés sur ce projet-là. Et là, on se met dans une dynamique où, à un instant T, ils auront tous 2 à 3 projets en parallèle, on va dire un gros et 2 petits, et dès qu'il y en a un de vraiment fermé, clôturé, quelque part, ils en redémarrent un autre. On a un portefeuille de projets assez dense, et donc là, c'est plutôt comment on parallélise, heu suffisamment pour optimiser justement l'avancée de nos projets, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, un projet, il y a des difficultés, on est bloqué, et cetera. Et donc quelque part, un projet à la fois, c'est pas assez et ça optimise pas nos avancées parce que quand on est bloqué et des fois il faut du temps, pour Bien résoudre sûr. un certain nombre de points de blocage. Et en même temps, on sait aussi que quand on parallélise trop, après on n'avance plus, on se disperse. Et donc on est en train de jauger justement ça. Et là, le point de départ, c'est, on va dire, deux trois projets avec un vraiment compliqué, un peu majeur par chef de projet, et puis d'autres un petit peu plus simples, on va dire. Et puis dès qu'il y en a un de vraiment fini, clôturé, on a proprement fermé le livre, et ben, on en redémarre un autre. Ok, très clair. Et non, mais super intéressant. Et du coup, ces gens-là, bien sûr, ils ont leurs alter ego IT. Oui, donc sur chaque projet, alors effectivement, c'est pas toujours les mêmes binômes, mais fonction de ce que ça touche côté IT, ils vont avoir un alter ego ou plusieurs alter ego, parce que côté IT, les chefs de projet sont plutôt organisés par domaine métier, et donc sur des projets qui sont très, très transversaux, ils pourraient être amenés à travailler avec sur un même projet, 2 ou 3 chefs de projet IT, qui vont chacun piloter leur domaine fonctionnel et applicatif. Ok, très clair. Et les chefs de projet IT ou product owner, je ne sais pas comment tu t'es organisé, ils, euh, ils sont vraiment ils sont quand même dans la même équipe IT. Ils sont dans les mêmes rituels d'équipe que tu as organisé ou vraiment c'est des équipes différentes? Alors ce sont des équipes différentes, néanmoins il y a des rituels communs, notamment sur tout ce qui est partage de la roadmap et de l'avancée de la roadmap, qui permet vraiment de donner de la visibilité à tous sur l'ensemble des sujets engagés. Comme on disait, la valeur des chefs de projet aussi transformation, c'est vraiment leur côté très transverse. Donc, quelque part, ils n'interviennent que sur des projets transverses. Néanmoins, c'est aussi intéressant qu'ils aient de la visibilité sur l'ensemble du portefeuille de projet des chefs de projet IT, parce que ça leur permet de comprendre aussi que les chefs de projet IT ont aussi des fois d'autres projets sur lesquels eux-mêmes ne sont pas mobilisés parce que ça touche juste une direction donnée, et un métier donné. Et donc, il n'y a pas forcément cette transversalité présente, et donc il n'y a pas forcément besoin d'un chef de projet transfo. Néanmoins, c'est bien qu'ils aient cette visibilité-là, aussi parce qu'on est en permanence en train d'arbitrer les priorités, les charges, et sur quoi on met notre énergie. Bien sûr. Et ce portefeuille, il est visualisé aussi par le reste de l'entreprise ou pas? Peu, c'est typiquement un de nos axes de progrès, de mieux communiquer, sur les sujets en cours, et c'est probablement, même certainement un sujet sur lequel on va travailler en 2023, de donner cette visibilité, des projets en cours, parce qu'il y en a en permanence, 20-30 projets différents qui sont engagés, et pour le coup, l'entreprise n'a pas forcément une visibilité complète de, de, Oui, de de ce ces qui se passe, travaux quoi. engagés. Et donc, c'est 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 quand même normal. important de donner cette visibilité-là. Et très clair. Et dernière question à ce niveau-là, la partie, on va dire,
roadmap, priorisation, tu sais, c'est quelle temporalité? C'est bon, bien sûr, tu en as une à l'année, ce qui est normal, mais est-ce qu'après vous repriorisez par quarter ou pas, par semestre? Parce que tu sais, quand tu as On des gros va même projets faire comme, plus vite que ça. Et donc là, l'idée aussi, c'est quelque part, on a une espèce de backlog de projets potentiels. On a justement voulu couper au maximum cette vision annuelle qui ne nous semble pas correspondre au rythme des projets. mais pourtant, tu as fait un projet, un gros projet ERP, tu vois? C'est ça, en fait, c'est toujours la même problématique. C'est que c'est vrai, tu as envie de faire des projets par quarter parce que c'est une dimension d'entreprise, d'objectifs, commerciaux, enfin tout ça. Par contre, tu as toujours ton gros projet qui qui rentre pas dans ça et du coup, c'est toujours compliqué. Comment tu te Mais en positionnes par gros, rapport à ça? on le gère d'un point de vue capacitaire. Donc je disais, on a quelque part, et c'est une démarche, hein, quand on regarde, ce sont des démarches agiles, hein. J'ai mon backlog de projets globaux. Derrière, j'ai des capacités. Donc dans ce backlog, il y a des gros, il y a des petits, etc. On le priorise. À un moment donné, on dit la priorité de l'entreprise, c'est tel projet, on le lance. Alors ça peut être un petit projet d'un trimestre, ça peut être un très gros projet de RP pluriannuel. Et quand on fait ces choix de priorité, bah, ça veut dire que il y a tout un tas de sujets qui vont devoir attendre que ces projets-là soient terminés pour pouvoir enchaîner. Donc on est vraiment pilotage des ressources et des capacités d'investissement. C'est deux choses différentes, hein, parce qu'il y a quand je parle de ressources, c'est vraiment les compétences internes en maîtrise des sujets, que ce soit des équipes métiers d'ailleurs ou des équipes IT, en capacité de traiter un sujet de la roadmap. À partir du moment où il est lancé, ben, on dit faut que ce sujet-là soit fini. Bah, s'il prend 3 mois, dans 3 mois, potentiellement ces équipes-là pourront lancer le projet d'après. Si c'est un énorme projet type ERP, et ben, on y passe 2 ans et demi s'il faut y passer 2 ans et demi, et puis on traite les autres sujets après. OK, Et donc d'accord. la revue comme ça de la roadmap, alors bien sûr, on se donne quand même des horizons, et on alimente notre vivier, mais l'idée, c'est de le revoir. Là, on a planifié sur l'année prochaine 7 ou 8 comités d'investissement sur l'année, dans laquelle on passe en revue les projets qui sont en cours. Et quand il y en a qui sont terminés, on dit bah, dans les projets identifiés, quel est celui qu'on va démarrer pour prendre la suite de ce qu'on vient de clôturer. Très clair. Et sur du coup, tu parlais donc de 7 ou 8 comités d'investissement. Moi, c'est une typologie de rituel de priorisation et d'engagement. C'est quoi les grandes typologies de rituels que tu as? Tu as le rituel, on va dire, de suivi avec l'IT, le métier sur on en est où tous les 15 jours? Bah, Enfin, après les gros projets, il y a des comités de pilotage projet entre les équipes métiers et les équipes IT autour d'un projet, donné. Donc ça c'est régulier et ça dépend des projets. C'est-à-dire qu'il y en a, ça peut être tous les 15 jours, il y en a, ça peut être, tous les mois, tous les 2 mois. Ça dépend vraiment du rythme du projet et de la phase du projet. ok, Ça peut être sur des projets, à un moment donné, sur des phases très intenses, on peut même accélérer et se dire, là, on se voit toutes les semaines parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Il faut vraiment avoir le pouls sur ce projet stratégique et on est vraiment dans le money time du projet et donc là, il faut qu'on se voit très, très rapidement. Donc ça, on l'adapte en permanence. Ensuite, là, il y a ces comités d'investissement qu'on a planifiés pour 2023 qui est une nouvelle instance. Et après, on a un point de synchronisation IT transfo qu'on fait de manière mensuelle, où on revoit l'ensemble du portefeuille de projet. ok. Trop cool, très clair. Bah, merci pour tout, ça c'est vraiment très clair pour moi. Merci, c'est bien clair les rituels, la roadmap, les enjeux que vous avez, la façon dont vous avez constitué les équipes, comment tu allez chercher de la compétence externe, etc. Ça c'est top. Si tu veux, ça m'intéresse d'avoir aussi ta vision, puisque sur la partie du coup supply, est-ce que ça implique aussi en termes de vision de l'entreprise? Euh, Vous avez donc une entreprise où vous avez plein de flux, tu en parlais, et donc du coup, ben, ces flux-là, il faut les piloter pour pouvoir donner la valeur au client, de vraiment pouvoir lui apporter ben, ce que vous lui avez promis. Comment toi, tu visualises cette évolution de la supply? Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement dans votre modèle ou c'est juste une évolution incrémentale? Alors, c'est pas juste une évolution incrémentale. Tapala est une enseigne qui est très digitale depuis des années.
Kantar, un gros panéliste, nous a décerné le prix de l'enseigne la plus omnicanale l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on a une part de flux, notamment de flux de commandes clientes assez fort dans notre business. Et là, on n'est pas juste sur de l'incrémental. Ça bouleverse complètement. Ce sont des métiers différents. Livrer un magasin, livrer une commande chez une cliente, ce sont deux processus qui sont assez différents. Et au niveau de volume qu'on a, c'est pas juste marginal. Et on a des nouveaux business models. Donc nous aujourd'hui, on s'est inscrit une vision, on a retravaillé notre vision en 2019. On va être une plateforme sélective de produits et de services. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'on est en train de, d'intégrer des produits de marque externe, ce qu'on ne faisait pas historiquement. Donc là aussi, ça bouleverse un peu notre supply. Ça veut dire que potentiellement, on va aussi travailler sur d'autres métiers, aller vendre pourquoi pas demain chez d'autres, sur des marketplaces, faire du wholesale pour proposer. Là, on le fait déjà un peu à l'international, mais potentiellement, si on veut développer ça et vendre nos collections à des partenaires à l'international pour qu'eux-mêmes les revendent dans leur pays, etc. Et donc, on est en train vraiment de multiplier les types de business et les types de flux. Et ça a un impact profond dans l'ensemble des flux physiques au niveau de notre supply. Et l'idée, c'est comme on veut rester agile, parce qu'à un moment donné, on démultiplie les business models, c'est quand même important à un moment donné qu'on garde notre vision de stock et un stock commun unique le plus longtemps possible, parce que potentiellement, on ne sait pas où ça va se vendre. Et tout l'intérêt de démultiplier les business models, c'est qu'à la fin, s'il y a un ralentissement, si ça tousse, et on voit bien que le business, avec les périodes qu'on vient de passer, est de plus en plus, euh, je ne vais pas dire chaotique, mais il y a des accélérations, il y a des coups de frein, etc. Et donc, on a besoin d'avoir une supply extrêmement agile qui soit capable de servir ces différents modèles. Et là, c'est des transformations qui sont des transformations profondes. Je prends un exemple simple. Effectivement, avant, on faisait du réassort, on faisait que du réassort de magasin. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais et puis en plus, il y a une certaine tolérance à la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'envoyer 500 pièces dans un magasin, il en reçoit 480. Bon, c'est pas grave, on lui enverra demain, on lui enverra une autre fois, on lui enverra pas, on lui enverra autre chose. L'important, c'est que globalement, il y ait une offre qui soit cohérente dans le magasin, que les clients qui viennent trouvent leur plaisir dans le magasin, dans l'offre qu'il leur est proposée. Une commande client, là pour le coup, c'est pas 400-500 pièces qu'on va envoyer, c'est 3. Et la cliente, elle a commandé 3 pièces, elle veut ces 3 pièces. Et à côté de ça, La on a du marge d'erreur, B2B. Voilà, la elle est marge d'erreur, elle est inférieure. Ouais. 0. Et par contre, là, on est sur de l'épicerie, j'aurais tendance à dire, parce que c'est 3 pièces qu'il faut aller prélever, mettre dans un sachet, envoyer. Et à côté de ça, on commence à développer des flux de B2B. Et finalement, le flux de B2B, c'est les mêmes volumes, c'est-à-dire qu'on va envoyer à un partenaire international 1000 pièces. Par contre, il les achète. Et donc, quelque part, il veut la même fiabilité et exigence que le client B2C en disant, moi, si j'ai commandé 500 pièces et si j'ai commandé 3 pièces taille de ce pantalon, je veux 3 pièces taille de ce pantalon. Et tout ça dans les processus, à la fin, quand on regarde d'ailleurs sur le marché, souvent, ce sont des processus qui sont dédiés à chaque modèle. Et nous, tout notre enjeu, c'est de réussir via notre outil, notamment notre outil logistique, à servir les exigences de ces différents modèles avec un seul et même outil, un seul et même stock pour éviter de devoir le découper et le dédier trop tôt parce que potentiellement, et tout l'intérêt, c'est de dire, si le retail va un peu moins bien, peut-être que l'e-commerce va se développer fort, hein. C'est ce qui s'est passé pendant les confinements, hein, des magasins qui ferment. Forcément, on n'expédie plus en magasin. Par contre, nos clients qui ont des besoins, les enfants ont grandi malgré le confinement, et ben, donc sont passés sur l'e-commerce pour pouvoir habiller leurs enfants et s'équiper. Ok. Et du coup, pour reprendre par rapport à ma question initiale, toi, ce que tu dis, c'est que là, vous avez fait le choix stratégique donc du coup de créer, donc vous parlez d'une entreprise plateforme de produits et de services, hein, et que donc du coup vous allez avoir de plus en plus de flux différents qui ont des contraintes et qui sont quasiment des métiers différents par rapport à ces contraintes-là, et que donc du coup la supply
est vraiment au cœur et que donc du coup, on n'est plus du tout dans une évolution qui est d'une amélioration continue, mais dans vraiment le changement global de la façon dont on voit la supply et pour pouvoir fournir ce niveau qualité de service qui est complètement hétérogène en fonction de tes C'est tout produits. à fait ça. C'est Ok. tout à fait ça. Et vous êtes arrivé à cette conclusion d'un point de vue plutôt euh, visionnaire en disant, voilà, dans 10 ans, si on doit faire ça, etc., ben vraiment, il faut qu'on investisse de manière massive. Est-ce que vous avez vu ça plutôt en disant, ben Amazon, par exemple, ils investissent tellement là-dedans, la qualité de service, elle est tellement incroyable par rapport à tous les autres, que en fait, ben, si on veut être au niveau de ce genre d'expérience, ben, ça veut dire qu'il faut investir. Tu vois, c'est quoi l'élément J'aurais tendance un petit peu, j'aurais tendance à dire un peu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit globalement les tendances de marché. Et les gens qui surperforment, ce sont souvent des gens qui ont un outil supply extrêmement performant et capable de piloter de manière efficace ces différentes typologies de flux. Euh, et Amazon est forcément un bon exemple, mais on en voit d'autres avec beaucoup d'acteurs qui investissent sur ces sujets-là. Et forcément, quand on prend notre vision stratégique et qu'on la décline en impact très très vite, on voit qu'on est en train de changer fortement notre métier sur la partie supply, un métier historique qui n'avait pas bougé pendant 25 ans. Là, pour le coup, on est en train de le stretcher un peu dans tous les sens avec vraiment des nouveaux process et des nouveaux métiers. Hein. Ok. Et, Et après, et si je veux même aller plus loin, c'est à la fois, je dirais, une vision de marché, voilà ce qui est en train de se passer. De l'autre côté, si on décline notre vision stratégique, oui, il va falloir investir sur ces sujets-là parce qu'on va fondamentalement euh, changer la manière d'opérer notre supply. Et après, concrètement, la transformation est en marche. Et donc, les problèmes, on les touche du doigt déjà. Euh, et les impacts, on les a déjà sur notre supply. Et, euh, et cette vision-là, donc bien compris, autant vision, enfin, vision long terme que voir ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé en mode comité de direction élargi? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait avec tous les gens de l'entreprise? Comment Parce que quand on parle de vision long terme, souvent, la difficulté, c'est qu'elle soit ben, la bonne ou dans tous les cas performante, mais surtout qu'elle soit comprise, acceptée et portée par l'ensemble des personnes. Est-ce que vous avez abordé cette Ah, problématique ou pas? alors, oui, bien sûr, le processus de vision est un processus qui a embarqué l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et pour le coup, derrière, on l'anime de manière régulière. Notamment, on a une convention nationale tous les ans, on a des kick-offs d'année, forcément, comme le nom l'indique, tous les ans. À chaque fois, on raccroche ça par rapport à la vision qu'on a écrite tous ensemble pour dire bah, voilà les progrès qu'on a faits sur le chemin de la vision qu'on s'est écrit tous ensemble. Et quelque part, dans nos processus d'onboarding, y compris RH, il y a ce partage de vous rejoignez Tape à l'œil et voilà la vision de Tape à l'œil. Donc il y a un vrai process d'onboarding en disant au-delà du métier que le collaborateur va avoir à faire au jour le jour, quelque part, voilà la vision de l'entreprise et le supplément d'âme qui nous anime le matin quand on se lève. Ok. Et, ok, d'accord. Et aujourd'hui, le plan stratégique ou la vision long terme, tu m'as dit qu'elle était à quelle échéance? Enfin, c'est quoi le... Alors on l'a réécrite en 2019, sachant que c'était une adaptation on va dire une revisite d'une version de vision précédente. On va dire tous les 5-6 ans, on la revisite. Ok, ok, Donc ok, non, mais c'est c'est des clair. plans à 5-6 ans, sachant que c'est vraiment une vision. Donc c'est pas une roadmap. C'est voilà la direction dans laquelle on va. Bien sûr. Et régulièrement, on s'assure que les projets qu'on mène sont bien tous alignés avec cette vision moyen long terme. Et donc régulièrement, on se dit est-ce que cette vision c'est la bonne ou pas, et éventuellement on la retravaille à la marge. Et au niveau de cette vision plutôt portée supply, là, ce faut changer chez toi en termes de flux, en termes de contrôle des API, en termes de tracking, etc. Est-ce que tu as échangé aussi avec
des personnes qui ont des enjeux similaires, mais dans des secteurs différents. Je pense notamment à l'industrie. J'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de DSI dans l'industrie qui ont des vrais enjeux de supply, notamment soit fournisseur web, mais aussi sur donner de la visibilité ou amener la fabrication, les pièces nécessaires à la commande de tel client B2B ou des fois B2C ou des fois les deux. Est-ce que tu es allé chercher l'expérience aussi là-dedans ou tu es resté sur les gens qui étaient dans le retail? Alors on essaye de beaucoup partager, et échanger autour de notre problématique. C'est d'ailleurs une des un des piliers de l'entreprise, de la vision qu'on a écrit, c'était Open Company. Donc on a même dans notre vision, on a très vite compris qu'on n'aurait pas, seul toutes les bonnes idées et toutes les bonnes solutions. Donc quelque part cette vision de on va s'inspirer et chercher, du feedback et des bonnes idées à l'extérieur, on l'a. J'avoue que c'est plus difficile, pour nous d'aller chercher, des inputs dans l'industrie, tout simplement parce qu'à la fin, on est quand même retailer et naturellement autour de nous, on va d'abord croiser des retailers avant de croiser des industriels. Donc on essaye, mais c'est pas si évident que ça. C'est vrai qu'on a quand même plus d'inputs de Ouais, bien sûr. confrères, dans le retail que dans l'industrie. Non, mais c'est sûr, c'est juste, je pose la question parce que tu sais, par exemple, la supply, on avait des choses intéressantes dans la santé, on avait des choses intéressantes dans l'industrie, dans le retail, et c'est vrai on parle de silos dans l'entreprise, il y a quand même des silos aussi sectoriels sur C'est des vrai. postes qui sont simples. Et je dis pas que c'est simple, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à tacler là-dedans parce qu'on a quand même un enfermement de la réflexion sectorielle assez importante, même tu sais, des fois aussi en termes de taille de boîte. Les gens, toi, tu te considérais comme une belle PME. Et en fait, tu as tendance aussi à aller rechercher les gens qui ont la même taille que toi, ce qui est normal. Mais du coup, des fois, ben, c'est peut être cool d'aller voir un peu en dessus ou des fois en dessous parce que plus récent, plus agile, différent, Ouais, etc. c'est Mais vrai. c'est pas évident. Je trouve Tu qu'il y a raison. une. Mais c'est plus facile pour le coup, je pense, de briser ce silo de taille que de briser ce silo sectoriel. On a la chance, nous, on est dans l'écosystème Oui, Mullier, de la Mullier, famille Mullier. Et bien donc, sûr. on a des synergies entre nous. Et donc, j'ai Bah ouais. l'occasion de discuter avec d'autres DSI Mullier. Et donc là, il y a des très très grands, hein, forcément. Quand je discute avec le DSI de Decathlon, d'Auchan ou de Leroy Merlin, on n'a pas vraiment les mêmes problématiques. euh, que tu pas l'œil. Quoique, et là, je suis d'accord avec toi. Finalement, ce côté, à la fois, eux viennent avec des approches beaucoup plus industrielles, beaucoup plus matures, et nous, des fois, des choses un peu plus innovantes, un peu plus agiles, un peu plus rapides. Et donc, cette émulation-là est hyper intéressante. Par contre, effectivement, le côté sectoriel est beaucoup plus dur à briser, notamment s'il y a aussi beaucoup d'événements qui sont des événements qui sont sectoriels. Aujourd'hui, il Non, y a mais des salons pour totalement. le Mais retail, il y a des salons. figure-toi que c'est tellement ça. C'est qu'en fait, on entretient ce cloisonnement. C'est, pourtant, en fait, c'est intéressant parce que je trouve que en fait, dans ce que tu dis, tu sais, tu as vu sur les personnes métiers qui viennent dans l'équipe opération pour porter des projets transverses, etc. On voit bien qu'on a besoin d'avoir un mélange en fait d'expérience, de compétences ou autre pour réussir ces projets en fait et j'aime bien cette phrase qui dit qu'ils sont structurants pour le futur, mais l'organisation, mais déstructurants pour l'organisation à court terme. Et en fait, cet enfermement aussi sectoriel crée les mêmes effets en fait. C'est vrai, tu as complètement raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est un problème de marché. Ouais, Parce que quelque part, quand on regarde le marché, il y a quand même beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont structurés de manière sectorielle. ouais. Les très grosses ESN aujourd'hui sont structurées euh, de manière sectorielle. Il y a plein d'éditeurs qui sont spécialisés sur des secteurs métiers particuliers. Donc finalement, les opportunités qui nous sont données de rencontrer des gens vraiment d'autres secteurs sont relativement rares. Sont relativement rares. J'y travaille, hein, j'y travaille. Ben, On y va. formidable, faut On y continuer. va. Il faut continuer. C'est ça, exactement. Top. Et du coup, j'ai une autre question. Tu parlais aussi, donc on a, tu as parlé un tout petit peu d'omnicanalité. Bon, ça reste du jargon, mais globalement, l'omnicanalité, c'est le fait de ne pas considérer les flux comme des flux différents, mais d'avoir un flux et qu'il soit physique ou online, de le centraliser, de le comprendre dans son entièreté. Toi, aujourd'hui, par rapport à ça,
comment tu vois la relation IT marketing? Dans le sens où Ah bah, l'omnicanalité, le marketing, ça, c'est sa vie. ouais. La réalité, c'est que avoir la donnée clean sur l'ensemble des flux en temps réel ou quasiment et savoir la traiter, avoir les bonnes alertes et comprendre des patterns, c'est une mission. C'est clairement une mission. C'est quoi ton point par rapport à ça? Alors c'est un sujet sur lequel on a énormément retravaillé ces dernières années. Les équipes, alors chez nous d'ailleurs, il y a une on parle pas de marketing, on parle d'équipe expérience client. Ok. Et je pense que c'est mon principal, business partner interne. C'est vraiment l'équipe avec laquelle aujourd'hui je travaille le plus et avec laquelle, je travaille le plus depuis que je suis chez Tapaloj. Ok. Et d'ailleurs, j'ai même pas envie de parler d'omnicanalité en fait, parce que ça veut pas dire grand Toi chose. qui l'as dit, hein. Moi, Je je te je pense reprends. qu'il faut non mais je pense qu'il faut, c'est vrai, mais je pense qu'il faut penser, expérience client, tu l'as dit, et parcours client. Et le client, en fait, il est unique, qu'il vienne en magasin, qu'il soit sur notre application mobile, sur notre site, qu'il nous appelle au call center, c'est le même client, qui parle à une seule et même marque. Donc effectivement, il y a des enjeux, monstrueux de fluidifier ses parcours, de le reconnaître et d'être capable de passer, d'un point de contact à un autre. Nous, ce sont des sujets sur lesquels on a énormément retravaillé pour fluidifier au maximum le transfert d'informations au sein de notre SI. Tu parlais tout à l'heure d'API. Euh, L'API est clé pour les parcours omnicanaux. L'API est clé. On a retravaillé il n'y a pas si longtemps que ça encore. Un client qui venait dans un magasin tape à l'œil et qui créait son compte sur l'application mobile, quand il arrivait en caisse, on n'était pas sûr de le reconnaître. On était même souvent sûr de ne pas le reconnaître. Parce qu'on parlait de synchronisation entre systèmes tout à l'heure. Bah, il y avait le web d'un côté, il y avait le magasin de l'autre, et de temps en temps, une fois toutes les heures, il y avait un batch entre les deux qui essayait de synchroniser les clients. Alors, au-delà du fait que ça nous crée des doublons dans tous les sens, la probabilité que le traitement passe entre le moment où le client a créé son compte sur l'application en magasin et le moment où il arrive en caisse était relativement faible. Et donc on a remis à plat tous ces sujets-là, en intégrant réellement, en temps réel, l'ensemble de nos briques, qu'elles soient magasin et digital, via des API. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu parles de d'API, là, ça devient le cœur de tout pour toi. On va dire que l'échange, au-delà de ça, l'échange de données et l'intégration des données au sein de mon SI est ultra stratégique. Donc, et c'est pas forcément que de l'API d'ailleurs, hein, nous on travaille, alors on a toujours du batch parce qu'il y a de la donnée froide, ça sert à rien d'envoyer une API pour voilà. Il y en a toujours. Il y a 4 ans, et c'était 98% de nos échanges. Donc là, c'était pas bon. Ah oui, Euh, oui, là, ça devait être, oui, c'était Là, compliqué. c'était pas bon du tout. Là, c'était compliqué, ouais. Maintenant, de l'API, on en a. Donc à l'époque, c'était quasi zéro. Maintenant, c'est à peu près 10%. Mais l'API, on le fait vraiment quand il y a un enjeu vraiment d'instantanéité et de dire je veux être sûr que le client, je le reconnais de l'autre côté. Et à côté de ça, on a aussi une architecture d'échange plutôt en mode message. Donc ce qu'on appelle nous du temps proche. Donc on a le temps réel, c'est l'API. Ok. On a le temps proche, c'est il se passe un événement, j'envoie le message et il est diffusé à l'ensemble des autres systèmes. Mais j'ai pas forcément besoin que dans la milliseconde, tel ou tel autre système soit à jour. Et puis après, on a encore sur des données un peu froides du batch, on continue d'en faire. Et donc, on a vraiment revu complètement euh, notre système d'échange de données au sein de l'ensemble du SI. Et c'est vraiment le cœur, en fait, ce système d'échange, parce qu'on a des briques, c'est les différents organes de, Ouais. du corps, hein, et puis entre les deux, il y a ce cœur qui va transférer la donnée d'une application à une autre pour faire en sorte que tout ça, ça vive. Ok. Ouais, ouais, je comprends bien. Très clair, ben super. Écoute, on arrive à la fin de l'interview. Guillaume. Est-ce que tu as un point sur lequel on n'a pas échangé que tu aimerais bien aborder? Non, non, l'enjeu, pour moi, l'enjeu, on est quand même dans une phase encore un peu de transformation forte de nos métiers. Et donc, je pense que
en tout cas, ce qui marche chez nous beaucoup, on a parlé un petit peu au démarrage d'agilité, hein, mais, mais je pense que s'il y a aussi une révolution encore à mener dans pas mal d'entreprises, c'est de réussir à passer l'agilité à l'échelle et à piloter l'ensemble des projets du portefeuille de transformation de manière agile et incrémentale. Il y a énormément de transformations à faire dans nos métiers. Et si on veut que cela se passe de manière relativement, je ne vais pas dire facile, parce que la transformation n'est pas facile, euh, mais fluide pour l'ensemble de nos équipes et de nos collaborateurs, il faut faire ça de manière incrémentale et par petits pas. Et il faut faire en sorte que les petits pas, on en fasse de plus en plus et de plus en plus vite. Ouais, super, écoute, merci Guillaume, c'était super intéressant. C'était top. Merci pour la transparence de nos échanges. C'était top. Merci Bertrand à toi pour cet échange. Et Guillaume, il n'écoute pas de podcast, hein, je le dis à tout le monde. Pas beaucoup. Mais on en a très très bien pour les parents. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le nôtre. Puisque là, normalement, il y a plein de fans de podcast. On a aussi Allez, fais ta un pub. très très beau voilà, on a un très très bon podcast pour les enfants et leurs parents. Allez, top, merci Guillaume. Merci Bertrand. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao.